Coucou les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro, je crois que c'est le numéro 4, de la série Prédiction 5 étoiles. Est-ce que je vais enfin lire un coup de cœur? Il me reste beaucoup de livres à lire. Il me reste Six of Crows. Il est arrivé deuxième de ma pile à lire des meilleures notes Goodreads. Et celui-là, je l'ai déjà commencé, je vous en parle tout de suite après. En troisième position, il y avait Le chant d'Achille, des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui arrivait donc en cinquième position de ma pile à lire, des livres les mieux notés de ma pile à lire. En sixième position, il y a Mille petits riens de Jodi Picoult, qu'il me reste également à lire. Six of Crows de Leigh Bardugo, eh bien pour le moment ça commence très bien. Je suis au tout début, à la page 68. Exactement. Et là, donc, on nous introduit pour le moment les personnages. On nous introduit le monde dans lequel nous sommes. Ça me paraît être un peu début du XXe siècle peut-être, parce qu'ils ont des pistolets. Cette ambiance peut-être Peaky Blinders, vous voyez. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et on va nous introduire aussi ce qui nous intéresse, l'intrigue principale du livre, cette quête pour laquelle Kaz et ses partenaires de crime vont être embauchés. Il faut récupérer une personne très importante qui malheureusement est retenue prisonnière dans un endroit dans lequel il est impossible de pénétrer, et il faut que Kaz et certains de ses coéquipiers aillent le récupérer. Pour qui, pourquoi, comment, tout ça, vous le découvrirez vous-même, et moi aussi je dois le découvrir en fin de compte, donc voilà, mais dès les premières pages, c'est ce que l'on apprend, donc on nous introduit les personnages et cette quête. J'aime bien l'ambiance. Les personnages me semblent vraiment intéressants aussi. Et puis, je n'ai jamais lu donc le Grishaverse pour le moment. Donc, c'est vraiment... je connais pas du tout. Mais il y a cet univers aussi avec la magie. Donc, je commence à comprendre un petit peu comment cette magie fonctionne. Pour le moment, donc, j'aime beaucoup. À voir la suite. J'en suis même pas à la 100e page. Coucou les amis, je reviens dans ce vlog pour vous faire une petite update concernant Six of Crows de Leigh Bardugo. Parce que, eh bien, écoutez, je sais pas si vous voyez, mais je suis presque à la fin. J'étais assez investie dès le début. Je trouvais que ça commençait vraiment très bien. Déjà au niveau de l'ambiance avec les gangs, ces adolescents presque jeunes adultes finalement, puisqu'ils ont 17-16 ans. Moi je vous le dis, à 17 ans j'étais pas comme ça, mais bon, on n'a pas les mêmes vies, mais vraiment 17 ans j'étais loin de notamment du personnage de Kaz, qui est quand même assez exceptionnel, mais évidemment ils n'ont pas vécu les mêmes choses, donc ceci explique cela. Et j'étais quand même pas mal investie moi en fait dès le début. Et puis, je dois dire quand même que je suis pas super investie. Alors j'apprécie la lecture, mais je pensais que je serais beaucoup plus investie que ça finalement dedans, et c'est pas véritablement le cas. C'est-à-dire que là, je pense que je suis plutôt, j'ai commencé sur un 4,25 peut-être, et là je suis plutôt sur un 3,75. Je pense que ça se confirmera dans les derniers chapitres. À moins qu'il y ait quelque chose qui se termine et j'ai absolument envie de lire le second livre, je ne sais pas, parce que là j'ai l'impression que ça se finit. Ça va se finir en fait, je sais pas trop. Chacun des personnages a vraiment son histoire, et son histoire est racontée dans certains des chapitres qui lui est consacré. Donc on va vraiment comprendre et connaître toute l'histoire de ces personnages les uns à la suite des autres. Et leur histoire est vraiment passionnante. Leur histoire est extrêmement difficile, et ça fait qu'on s'attache quand même aux personnages. Pour une raison obscure peut-être, mais je suis pas super investie dans la quête. Je suis quand même un peu déçue parce que je pensais que j'aimerais mieux, vu le succès immense de ce livre, vu la série. J'ai pas vu la série d'ailleurs, mais je pensais que ce serait beaucoup plus accrocheur, et finalement sur moi, voilà, c'est une lecture agréable, mais je pense pas que je vais m'en souvenir pendant des lustres, et que ce sera marquant, et que je relirai le livre même du tout. Donc je vais attendre un petit peu de finir et de faire une bonne critique, une vraie chronique. Je vais écrire tout ça, mais j'en suis là pour le moment. Donc un petit peu déçue. Je vous reprends dans la journée. Je vais aller terminer ce livre au parc avec Litchi pendant sa balade. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous en parler et vous donner mon avis final bientôt. Mais d'abord, je voulais vous montrer la nouvelle coupe de poils de Litchi. Je l'ai emmenée hier chez le toiletteur et elle est trop jolie. Donc je vais vous la montrer. Coucou ma douce. Comme t'es belle. Tu veux sortir? Tu veux une croquette? Tu veux manger une croquette? Twist. C'est bien. Allez, on y va. Eh bien voilà, ça y est, j'ai terminé Six of Crows de Leigh Bardugo, et donc je vais pouvoir vous en parler une fois le roman terminé, la dernière page atteinte.
Eh bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, j'ai vraiment envie de lire le second livre avec cette fin. Il y avait des passages vraiment, vraiment chouettes que j'ai beaucoup aimé à la fin sur les personnages. On sent que les personnages ont encore du potentiel pour le second livre. Mon mari m'a dit qu'il était meilleur que le premier, et ça me donne plutôt envie parce que, ouais, j'ai hâte de découvrir ce livre-là. Je pense que je vais pas le laisser trop traîner. Peut-être que je vais le lire, je dirais le mois prochain. Alors celui-ci, est-ce que c'est un 5 étoiles? Non, ce n'est pas un 5 étoiles ni un coup de cœur. Je ne sais pas vraiment quelle note donner à ce livre. Je dirais peut-être entre 3,75 et 4 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié le début. Ça démarre assez lentement, mais en fait, moi, j'ai été happée tout de suite dans l'univers parce que, voilà, on nous plante déjà un décor, un univers, des personnages et ça m'a bien intéressée. J'ai un petit peu décroché véritablement au moment de la quête principale parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre où est-ce qu'il se situait. Enfin, pour moi, c'était un peu complexe. À un moment donné dans le livre, je suivais pas exactement ce qu'il voulait faire, donc je me suis un peu perdue à ce moment-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est de découvrir tout l'histoire des personnages, mais forcément, quand tu es dans une scène d'action et que tu t'arrêtes pour revenir dans le passé de chacun des personnages, il y a quand même 6 personnages dedans, et ben, je trouve que ça casse un peu le rythme quand même et il y a des moments où, pourtant, j'étais intéressée par les personnages, mais j'avais pas forcément envie de revenir tout le temps en arrière, en fait. Par contre, la fin, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait vraiment des choses que j'ai beaucoup appréciées aussi sur les personnages, sur le développement des personnages et des relations entre les personnages. Ça, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. En tout cas, c'était une bonne lecture. Je peux le conseiller. Je vous dirai ça réellement une fois que j'aurai terminé la duologie. J'aimerais vraiment bien voir, en fait, ces Shadow and Bone. Alors, j'ai pas lu, moi, l'univers Grisha avant, mais du coup, ça me donne envie de voir la série. En tout cas, pour ce vlog, bon, on n'est pas sur un 5 étoiles, mais c'était quand même une très bonne lecture. J'ai apprécié. J'aime beaucoup Libar Dugo. Je trouve qu'elle a vraiment un talent pour narrer les personnages, pour leur donner de la personnalité et pour donner une ambiance qui est palpable et qu'on a envie de suivre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ben écoutez, maintenant, je vous retrouve pour la suite, la prochaine lecture qui sera normalement Des fleurs pour Algernon. Salut les amis, je viens vous refaire un petit point sur ma lecture de Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Ça fait partie de ces romans qui sont des classiques intemporels qu'il faut lire. Je sais que ce roman a inspiré beaucoup d'autres œuvres. C'est notamment le cas de Sidération de Richard Powers que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, qui fait beaucoup de références à ce livre. D'ailleurs, à mon avis, je me suis un peu fait spoiler, je crois, sur certains trucs. Je pense qu'il y a des romans que, en tout cas moi c'est comme ça, il y a des romans que j'achète parce que j'ai juste envie de les lire actuellement, tout simplement. Je me pose pas trop de questions. Ça m'appelle, quoi. Puis il y a des romans qui m'appellent un petit peu moins, mais que j'ai envie de lire pour ma culture générale, parce que je trouve que la lecture, c'est pas seulement lire pour se divertir, même si moi j'adore ça, hein, pour me divertir, mais c'est aussi pour ma culture personnelle et générale, quoi. Donc voilà, ce livre, c'est un peu plus ça. Et finalement, heureusement que j'ai cette chaîne, parce que sans le vlog, je serais peut-être pas encore allée vers lui là tout de suite. Et là, j'en suis à la page... Oh, j'ai lu 110 pages. J'ai totalement tout de suite accroché à cette lecture. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite story et j'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit: «Tu vas voir, c'est incroyable, il est génial, j'ai adoré», et cetera. J'ai commencé le livre, 3e page, j'ai pas pu arrêter de le lire. Tout de suite, j'ai accroché à ce personnage de Charlie parce que on lit son journal de bord. Et c'est donc un personnage qui a une intelligence très très basse, qui a un QI très bas. Je crois qu'il est à peine à 68 en fait, son QI. Il a aucune ponctuation, il fait énormément d'erreurs d'orthographe. Il est totalement naïf, il a totalement une candeur, mais même plus que des enfants en fait, parce que euh, et les enfants peuvent être cruels entre eux quand même. Alors que lui, pas du tout. Il est vraiment candide en fait. Il voit le monde d'une façon que personne, je pense, ne peut voir le monde outre que lui. Il se rend vraiment pas du tout compte que les gens puissent être différents de ce qu'ils peuvent exprimer. Pour lui, si les gens rient, bah, c'est qu'ils sont heureux. Il va pas chercher des complications en fait. Il voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles peut-être devraient être. On rentre tout de suite en empathie avec ce personnage parce il a beaucoup de naïveté, il écrit les choses telles qu'il les pense. C'est très simple évidemment. Et puis on comprend donc que il va commencer à écrire ce journal de bord parce qu'on lui demande, parce qu'il va peut-être participer à un nouveau projet expérimental qui est pour le moment expérimenté sur une souris, Algernon. Il va être le premier humain à recevoir une opération expérimentale du cerveau. Je ne sais pas exactement ce que c'est pas expliqué pour le moment dans le livre, qui va normalement le rendre intelligent, qui va lui faire augmenter son QI à un niveau vraiment, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent arrêter le
le développement de son QI en fait pour le moment. L'opération va se dérouler et on va voir un changement incroyable. Et là, déjà à 100 pages, il parle déjà avec un vocabulaire et il fait des réflexions philosophiques, de plein de sujets politiques, tout ce que vous voulez, que déjà moi je ne comprends pas. Vous voyez. C'est vraiment incroyable de pouvoir suivre ce personnage dans toute son évolution, mais c'est aussi extrêmement difficile et poignant parce que forcément, l'intelligence, quand tu commences à avoir plus de compréhension du monde, il se rend compte à quel point le monde est cruel. Il comprend à quel point le monde est dur, à quel point les humains sont cruels entre eux, à quel point les humains peuvent mentir, peuvent cacher des vérités, peuvent jouer des gens, se jouer des gens. Avant, il avait aucune notion de l'amour, de la séduction, tout ça, ça lui était complètement étranger. Et là, il va commencer à comprendre ces choses-là aussi. Mais le truc, c'est qu'il évolue extrêmement rapidement dans son intellect, mais pas forcément en même temps en tant qu'homme aussi. Donc vraiment, au niveau émotionnel, je trouve que c'est franchement fort, quoi. Ça me fait déjà beaucoup mal au cœur de voir à quel point il commence à se rendre compte que les gens ne sont pas ses amis, que les gens se moquent de lui. Pour le moment, on peut dire en tout cas que le roman, il se passe énormément de choses, parce que déjà, on a la compréhension de ce personnage, il a déjà eu son opération, et au bout de 100 pages, il est déjà extrêmement intelligent. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et donc, je trouve que c'est aussi un roman très addictif, parce qu'on a envie de savoir jusqu'où il va aller. Les amis, j'ai terminé la lecture de Des fleurs pour Algernon. Il est temps de vous donner mon avis. Et d'ailleurs, eh bien, je retourne cette vidéo parce que le micro n'a pas fonctionné encore une fois. Et vraiment, le son, c'était pas possible. Donc, voilà, écoutez, ce sera pas un avis à chaud, puisque ça fait juste 2 semaines que j'ai fini le livre. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte de la catastrophe, donc je retourne. Pour moi, ce livre, c'est un 4,50. Le point fort de ce livre, pour moi, c'est vraiment le style narratif, c'est-à-dire de nous faire comprendre qui est Charlie à travers ses écrits, à travers son journal. Ça nous permet de vraiment rentrer en introspection avec ce personnage et on a tout de suite beaucoup d'émotions. Le roman a un pouvoir, un impact émotionnel extrêmement fort et qui fonctionne parfaitement. Et du coup, le lecteur peut vraiment construire une véritable empathie avec ce personnage parce qu'on est totalement dans sa tête et on comprend totalement toutes les difficultés par lesquelles il peut passer. Et c'est vraiment un procédé narratif extrêmement efficace. Ça réhumanise ce personnage de Charlie parce qu'en fait, on se rend compte que ce personnage-là, il est totalement déshumanisé en fait. Il est déshumanisé quand il est, entre guillemets, bête, quand il a un QI de seulement 68 parce que tout le monde pense que c'est juste un idiot, qu'il n'est pas capable d'avoir des sentiments. Les gens le considèrent comme un simple idiot, comme un simplet. Quand on lit son journal, on se rend compte que même s'il ne se rend pas compte lui-même de certaines choses, il a envie d'être aimé, il a envie d'aimer les autres. Et puis par la suite, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'il est vu uniquement comme un projet d'étude scientifique finalement. Il faudrait vraiment pas qu'il fasse de vagues ou qu'il commence à poser trop de questions. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est que finalement on parle pas tant d'intelligence dans le sens intellectuel de la chose, mais beaucoup d'intelligence émotionnelle. Même si c'est subtil, il y a quand même un thème qui m'a beaucoup plu dans ce livre aussi, la question autour de comment on traite les êtres vivants dans la science, que ce soit des animaux ou que ce soit évidemment des humains. On les transforme tout simplement en objets d'étude et jamais on se pose la question de leurs émotions, de leur bien-être d'ailleurs. Ce thème-là, il est très bien développé parce que, en fait, il va y avoir une espèce de miroir entre Charlie et Algernon. On se rend très bien compte que finalement, Algernon au début, c'est le miroir de Charlie, puisque la souris devient intelligente et on peut s'attendre à ce que Charlie aussi devienne intelligent à un certain niveau évidemment, et plus Charlie devient lucide sur sa propre condition, plus lui il réfléchit aussi à la condition de la souris Algernon finalement. Et c'est vraiment intéressant de voir Algernon à travers les yeux de Charlie et à travers les réflexions de Charlie, et on se rend compte aussi du traitement de la souris finalement dans tout ce projet scientifique. Charlie, lui, il rentre en empathie avec la souris, comme nous, on peut rentrer en empathie avec Charlie à travers ses écrits. On se rend compte que Algernon, la souris, et Charlie, l'être humain, sont traités exactement de la même façon. On attend d'eux exactement la même chose. Ce livre-là, à mon sens, il faut, et j'espère qu'il l'est d'ailleurs, qu'il faut qu'il soit étudié dans les collèges ou les lycées, parce que je trouve qu'il a un impact émotionnel tellement fort, et surtout, il nous apprend ce qu'est l'empathie, comment avoir de l'empathie. Et c'est vraiment justement très important pour un jeune lectorat de lire ce livre pour apprendre ce qu'est l'empathie, pour ressentir de l'empathie, parce que je pense que c'est à cet âge-là dont on a le plus besoin de comprendre l'empathie et de la ressentir envers des gens qui sont différents de nous, qui peuvent être vus comme inférieurs, parce que c'est le cas de Charlie au départ, il est vu comme totalement inférieur
parce que il a pas un très haut QI tout simplement. Au début de vidéo, je vous disais oui, je veux le lire pour ma culture personnelle, mais finalement plus que pour la culture générale, c'est un livre qu'il faut lire parce qu'il apporte beaucoup, il fait réfléchir. Vous l'avez compris, moi c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bouleversée aussi, franchement. Je dois vous dire que en plus, je me suis fait avoir parce que, vous voyez, le livre il fait 500 pages et moi je me suis dit il va y avoir un twist, il va y avoir un rebondissement puisqu'il y a 500 pages. Donc j'attendais avec grand espoir. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, le livre il fait 300 pages. Ensuite, on a un essai autobiographique de l'auteur par rapport à l'écriture de ce livre. Et ensuite, on a la petite nouvelle parce que finalement, au début, il avait écrit une nouvelle et par la suite, il en a fait un roman un petit peu plus long. Donc je me souviens qu'il m'avait vraiment fallu quelques jours pour retomber l'émotion dans laquelle j'étais plongée. Voilà, je trouve que c'est brillant, c'est intelligent, c'est très bien fait. Il faut le lire parce que c'est un roman important qui permet de se poser certaines questions aussi importantes et tout simplement pour ressentir beaucoup d'émotions. C'est une très belle lecture qui m'a fait ressentir énormément d'émotions. J'ai eu mal au cœur beaucoup de fois et puis il y a des moments qui étaient un peu plus drôles, il y a des moments qui étaient très émouvants, bouleversants. C'est très riche en fait. On parle de ce livre comme d'une œuvre majeure et effectivement je trouve que c'est totalement le cas. C'est brillamment écrit, c'est brillamment réalisé. Dans le clip suivant que je refais également, je vous disais que j'allais commencer la lecture de 1000 petits riens de Jodi Picoult et j'en étais déjà à 50 pages. Dans ce livre, on va suivre Ruth qui est une sage-femme qui a plus de 20 ans d'expérience et qui est noire. Et ça, je vous le précise parce que c'est important dans le livre, puisqu'un jour, elle va s'occuper du bébé d'un couple blanc, sauf que ce couple, ce sont des suprémacistes blancs. Le bébé va décéder et ce couple va pointer du doigt Ruth. Ils vont l'accuser d'avoir tué l'enfant par racisme. Il va y avoir dans ce roman 3 points de vue. On va suivre évidemment le point de vue de Ruth, on va suivre le point de vue du père qui s'appelle Turk, qui est donc un suprémaciste blanc et qui va attaquer Ruth en justice, et on va suivre aussi le point de vue de l'avocate de Ruth qui s'appelle Kennedy. Notamment par rapport au point de vue de Turk, c'était déjà émotionnellement très impactant parce que lire son point de vue, c'est une aventure. C'est vraiment pas facile, il dit des choses qui sont absolument abominables, c'est un être totalement abject. Donc voilà, j'en étais là à ce moment-là. Je vous laisse avec mon avis final dans le prochain clip. Il y a encore quelques soucis de son, mais c'est pas aussi horrible que ce clip-là était, donc je le laisse comme ceci. Écoutez, je fais ce que je peux avec le matériel que j'ai et les possibilités que j'ai aussi ici. Et puis par la suite, dans le vlog, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Coucou les amis, je vous reprends puisque j'ai terminé la lecture de 1000 petits riens de Jodi Picoult et donc il est temps de vous en parler et vous allez voir que mon avis a pas mal évolué. Pour moi, les personnages sont extrêmement clichés et surtout stéréotypés. Le blanc suprémaciste blanc, et lui, il est absolument le diable incarné. Puis de l'autre côté, forcément, on a la gentille infirmière qui fait très bien son travail, qui est dévouée depuis plus de 20 ans. Jodi Picoult, dans cette histoire, au lieu de créer des nuances et des personnages intéressants et complexes, elle choisit un petit peu la facilité de prendre le personnage gentil qui représente le gentil de l'histoire et la victime de l'histoire est irréprochable. En plus, son mari était un vétéran décédé qui a combattu pour son pays. Elle a élevé son fils seul. Son fils, évidemment, il est absolument merveilleux, il est dévoué. Bon, c'est la famille parfaite, quoi. On peut rien leur reprocher. Évidemment que le lecteur va se sentir complètement investi par l'histoire de Ruth, mais est-ce que c'était vraiment utile de la rendre aussi parfaite? Est-ce qu'on n'aurait pas pu rendre les personnages un peu plus réalistes? Est-ce que t'as pas en train de prendre le lecteur pour un peu quelqu'un qui ne serait pas capable de voir l'injustice sans avoir quelque chose d'aussi gros devant lui? J'ai un peu décroché quoi, parce que je me suis demandé si vraiment Jodi Picoult elle me tenait pas par la main pour me mettre vraiment le nez dans le livre et me dire t'as vu là, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Évidemment que je suis capable de le ressentir. La situation qu'elle a fait face est déjà injuste par elle-même. Laisse réfléchir ton lecteur, laisse-le ressentir de l'empathie pour un personnage qui, même s'il n'est pas parfait, doit être jugé de façon honnête. Et là, on n'a même pas, en tant que lecteur, l'occasion de le faire parce que ça nous est tellement martelé, c'est tellement évident, c'est tellement grossier, stéréotypé et cliché. J'ai vraiment eu l'impression que Jodi Picoult faisait la leçon à son lectorat, faisait la morale à son lectorat du début à la fin du roman. Je pense que c'est vraiment parce qu'elle veut bien faire. D'ailleurs, c'était très intéressant, tout le passage à la fin du roman où Jodi Picoult explique ce qu'elle a voulu faire dans son livre. Et effectivement, on voit bien qu'elle a fait beaucoup de recherches, on voit bien qu'elle
La parole qui est rapportée ici, c'est la parole de gens à qui elle a véritablement parlé. Elle se met dans la peau de 3 différents individus qui sont très différents les uns des autres. Il y a vraiment un travail de recherche qui est fait et ça c'est indéniable. Moi j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de subtilité dans la construction des personnages et dans la narration en général en fait. Et puis la fin pour moi ça fonctionne pas du tout, c'est retombé complètement à plat parce que là Jodi Picoult nous fait la fin américaine, la fin hollywoodienne carrément. Tout le monde a appris sa petite leçon, même si on sent que l'autrice veut bien faire, elle veut en fait trop bien faire à mon sens. Elle accompagne beaucoup trop le lecteur dans ce que l'on doit ressentir au lieu finalement de nous le faire ressentir et de nous le faire comprendre par nous-mêmes comme des grands. Et on passe à côté de quelque chose, on passe à côté de beaucoup d'émotions. Moi, je trouve que c'est quand même un livre qui est très sérieux, qui est engagé, qui est réfléchi, qui est bien documenté, voir tous les biais cognitifs que chacun peut ressentir par rapport à ceux qui sont différents de nous. Ça, c'est une réalité et c'était quand même soulevé aussi dans le récit. Je préférerais un roman qui soit plus subtil, j'en attendais vraiment beaucoup plus. Donc vous l'avez compris, maintenant j'arrive à la 4e lecture qui sera Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je ne l'ai pas encore commencé celui-ci, je vous reprends soit en cours de lecture, soit quand j'aurai terminé ce livre et je vous dirai tout sur mon avis sur cette lecture. Je vous retrouve parce que j'ai terminé Le Chant d'Achille de Madeline Miller et il faut absolument que je vous parle de ce livre. Franchement, je suis encore sous le coup de l'émotion de ce livre. C'est mon petit livre fétiche là tout de suite. Vraiment, dès la première page de ce roman, j'ai été totalement investie, émotionnellement parlant. Et aussi, j'ai été vraiment subjuguée par la beauté de la prose de Madeline Miller. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une forme de lyrisme presque dans sa prose. C'était poétique, c'était romantique, c'était absolument magnifique. Ça rime, mais c'est vrai. Dans ce roman-là, on va parler de la relation entre Achille et Patrocle. C'est vraiment quelque chose que je crois que j'avais pas beaucoup de connaissances en fait. Je connaissais Troie, je connaissais Achille, je connaissais toute la légende autour d'Achille, mais finalement Patrocle, j'avais pas forcément entendu beaucoup parler de lui, je crois. On va vraiment suivre toute leur enfance à ces deux personnages, comment ils se rencontrent à travers le point de vue de Patrocle. On voit un Achille comme... Écoutez, moi j'ai pas eu vraiment l'impression, dans toutes les adaptations que j'ai pu voir de l'histoire d'Homère, d'avoir un Achille aussi humain. Il est totalement humanisé grâce à Patrocle en fait, à travers le point de vue de Patrocle. Et ça c'était absolument magnifique. On voit un personnage qui est d'une bonté presque pure, il est naïf. Bon, après ils vont aller forcément dans la guerre de Troie, évidemment. On voit aussi toute la période d'apprentissage avec le centaure Chiron. C'était presque même un peu cosy à ce moment-là. J'ai absolument adoré, c'était beau, vraiment, c'était magnifique. Achille, dans ce roman, il est lumineux, il est bon, c'est un personnage vraiment presque naïf. On a juste envie, comme Patrocle, de l'aimer, de tomber amoureux de lui, parce que il est lumineux, il est solaire. Je pense que c'est vraiment une des rares adaptations où on donne autant d'humanité au personnage, et notamment à Achille en fait. On le voit pas qu'à travers sa légende dans ce roman, et c'est ça que j'ai aimé. Faut vous dire que toute la première partie du roman, j'ai senti véritablement mon cœur battre la chamade, autant pour Achille que pour Patrocle, pour en fait leur histoire, comment les liens allaient se tisser entre eux. Et j'ai trouvé que c'était tellement romantique et poétique. C'était vraiment d'une extrême tendresse en plus. On est dans le trouble des premiers émois, les premiers amours. Et puis au plus, voilà, c'est le thème évidemment de l'amour interdit, de l'amour impossible. Et ça m'a vraiment fait battre le cœur. Le roman, il va vraiment changer d'atmosphère quand on va rentrer dans la deuxième partie, quand ils vont partir dans la guerre de Troie, etc. Et là, j'ai aussi beaucoup apprécié parce qu'autant le début était presque cosy, là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus terre à terre. Les personnages vont évoluer, les personnages vont changer. On va voir ce Achille qu'on a plus l'habitude de voir, mais en fait, comme on a toute cette compréhension de sa vie et de qui il est profondément, émotionnellement, c'est extrêmement fort en fait. Je vous passe évidemment tout ce qui se passe parce que je veux que vous le découvriez. Si comme moi, vous n'êtes pas très au fait de toute la mythologie grecque, c'est beau aussi de découvrir ce qui se passe dans le roman, donc je vous en dirai pas plus. Mais évidemment que j'ai été totalement bouleversée. On ressent véritablement la beauté des sentiments, des ressentis. C'est fort en émotion parce qu'on parle évidemment de la cruauté du destin
de l'injustice. J'ai adoré tout le travail qui a été fait sur les personnages. J'ai adoré le personnage d'Ulysse parce que j'ai trouvé qu'il était très paternel avec ses deux adolescents. Il a cette espèce de sagesse en lui. Pour moi, ce que je retiens de ce roman, c'est vraiment de donner une humanité à ce personnage d'Achille, de lui donner de la délicatesse, de ne pas voir seulement le demi-dieu, mais voir l'homme, voir l'enfant, l'adolescent qui peut être, le jeune homme aussi. Il est tiraillé entre ce qu'il doit être, la légende qu'il doit devenir, le poids de tout ça sur ses épaules, et puis ce qu'il est vraiment. Il y a véritablement de la subtilité, de la finesse dans le récit, dans les personnages, dans la construction des personnages, et aussi dans l'histoire. Et franchement, je n'ai pas pu décrocher de ce roman parce que j'étais totalement investie émotionnellement. Donc, je crois que vous l'avez compris, hein, pour moi, ce roman, c'est un énorme coup de cœur. C'est un 5 étoiles et franchement, j'imaginais même pas que j'allais vous dire ça. J'avais même pas vraiment envie de le lire particulièrement parce que j'avais un préjugé négatif après la lecture de Circé que j'avais vraiment pas aimé de Madeline Miller, où je m'étais vraiment ennuyée, où je trouvais pas les personnages vraiment très intéressants, particulièrement Circé. Là, franchement, pour moi, ça n'a rien à voir avec Circé. J'ai absolument envie de relire ce livre. Voilà. Moi, à chaque fois que j'ai un coup de cœur, j'ai envie de relire le livre. Mais je suis passée par tellement de stades émotionnels forts. Il y avait aussi le côté mythologique qui était très intéressant, même si vraiment on fait la lumière sur les relations entre les personnages. C'est vraiment un roman que je peux conseiller à 1000%. Si vous avez envie d'un côté beaucoup plus humain dans la mythologie, pas seulement voilà des guerres de dieux et des gens qui s'entretuent, mais vraiment voir le côté beaucoup plus humain des relations entre les personnages. Pour moi, ce livre-là, il était beau, il était romantique, il était poétique. Encore une fois, c'était délicat, c'était fait avec finesse, mais c'était aussi en même temps dur, en même temps injuste. Et puis ce livre, c'est quand même une ode à l'amour, à l'amitié et aussi à la mémoire. Et c'était fabuleux. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je sais que certains d'entre vous, on a discuté un petit peu, vous m'avez dit « Ah, il est dans ma pile à lire, je le traîne un peu ». Ne le traînez pas, vraiment ne le traînez pas, parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors on va voir maintenant mon propre classement par rapport au classement Goodreads. Je vais reprendre mon tableau, comme ça je vais le mettre ici. On avait en premier Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, pour moi, il est à la 3e position, à égalité avec Six of Crows et Moi qui n'ai pas connu les hommes. Le Chant d'Achille, il venait en 3e position. Moi, clairement, il est en première position. Avec l'Empire du Vampire qui, chez Goodreads, était en 8e position, alors que pour moi, c'était aussi un coup de cœur phénoménal. Ils sont tous les deux en première position. Ne me demandez pas de choisir. L'Empire ultime de Brandon Sanderson, Fils des Brumes, il était en 4e position et pour moi c'est presque un coup de cœur, il est en 2e position, à égalité avec Des Fleurs pour Algernon que j'ai noté 4,50 qui était presque un coup de cœur, vraiment j'ai adoré cette lecture. Mille Petits Riens était en 6e position et pour moi c'est un petit peu le flop de cette série. Je lui ai mis un 2,50 et c'était une belle déception. Ce qu'on peut voir ici, c'est que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les notes Goodreads, mais quand même, je trouve que j'ai eu d'excellentes lectures parce que j'ai pas eu un seul abandon. La moins bonne note, c'est un 2,50, c'est la moyenne, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis, j'ai quand même eu 2 coups de cœur. Donc finalement, si on analyse bien, quand les livres sont dans ma pile à lire et qu'ils m'intéressent déjà et qu'ils sont bien notés sur Goodreads, on peut dire que j'ai une grande possibilité de les aimer moi aussi. Et bien maintenant qu'on a testé ChatGPT et Goodreads, je vais lire vos recommandations. Dans la dernière vidéo de cette série, je vous avais déjà demandé de me laisser vos recommandations. J'ai tout noté. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans cette vidéo-là. En attendant, ce que je voulais vous dire également, c'est que au moment où je filme cette vidéo, vous pouvez voir ce beau bouquet. Ce beau bouquet-là, c'est mon mari qui me l'a offert pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne. Et j'étais très très fière d'atteindre ce chiffre. Et donc je me suis dit, et si on faisait une foire aux questions pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions à me poser, à écrire toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Je ferai aussi une petite story Instagram où vous pourrez aussi me contacter là-dessus. En tout cas, je voulais évidemment vous remercier très chaleureusement pour tous les gens qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires et des likes parce qu'ils sont tous très très appréciés, sachez-le. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, à bientôt les amis. Merci infiniment. Ciao!